Il est 10h, passé d'1 minute ici à Paris. Le son a été rétabli. Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons-en. Voici les titres de ce lundi. L'Arabie Saoudite condamne les attaques iraniennes répréhensibles dans le Golfe. Je cite, Téhéran a repris les frappes sur ses voisins, le Koweït, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn. Une stratégie de la pression qui vise autant les cibles militaires que civiles. L'Iran qui a un nouveau guide suprême et son nom de famille est bien connu des Iraniens. Ramenei Mojtaba de son prénom, le fils du leader assassiné il y a 10 jours. C'est un partisan de la ligne dure. Il est contre le dialogue avec l'Occident. À retenir aussi ce matin, cette frappe israélienne à nouveau sur la banlieue sud de Beyrouth. L'État hébreu est toujours engagé contre le Hezbollah au Liban. Après 10 jours de l'opération Fureur épique lancée par Washington et par Israël, où va le Moyen-Orient? Quelles sont les stratégies des uns et des autres? On fait le point sur ce plateau avec mes invités Mariam Pirzadeh, Armin Arefi et Anthony Samrani qui est avec nous depuis Beyrouth. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Oh là là. Bonjour Armin Arefi, bienvenue sur ce plateau. Grand reporter au point, spécialiste du Proche et Moyen-Orient, votre dernier grand format dans le magazine. Le mystère Esmail Raini, commandant iranien, chef des gardiens de la Révolution à l'étranger qui a survécu à 3 campagnes de frappe israéliennes, à lire donc dans Le Point. Mariam Pirzadeh, bonjour Mariam, vous êtes ici chez vous, rédactrice en chef à France 24, ancienne correspondante de la rédaction en Iran, co-autrice de Iran, la révolte massacrée, un film France 24 sur la répression du mouvement populaire du mois de janvier en Iran. Et bonjour à vous Anthony Samrani. Vous êtes avec nous depuis Beyrouth, co-rédacteur en chef de L'Orient le Jour. Votre édito ce matin, de quoi cette nouvelle guerre du Golfe sera-t-elle le nom? À lire donc dans le grand quotidien libanais. Nous sommes donc aujourd'hui en ce 10e jour de guerre au Moyen-Orient sur un conflit qui se durcit, qui s'intensifie, qui se régionalise, voire se dédouble avec ce front libanais. On va y revenir bien sûr. Mais d'abord, cette annonce donc venue de Téhéran dans la nuit, la confirmation de la nomination de Mojtaba Ramenei comme nouveau guide suprême de la République islamique. Il est le fils d'Ali Ramenei, tué au premier jour de la guerre, choisi par ce qu'on appelle l'Assemblée des experts. Mariam, c'est un partisan de la ligne dure? Oui, il n'y avait pas vraiment de surprise, son nom était annoncé. Pourtant, au moment de la guerre des 12 jours, quand son père, Ali Khamenei, donc le deuxième guide suprême iranien, avait dû établir une liste de successeurs, Mojtaba n'était pas sur cette liste, puisque c'est quand même un paradoxe. La dynastie Pahlavi, la monarchie, a été abolie par la révolution islamique, et le fondateur de la République islamique, qui était Rouhollah Khomeini, ne voulait pas d'une succession dynastique, et là nous y sommes. C'est une dynastie donc des Khamenei. Mojtaba, il est connu, il est aussi détesté que son père. C'est le plus jeune des guides suprêmes, il a 56 ans, très très proche des gardiens de la Révolution. Et on a senti ces derniers jours, il y a eu plusieurs annonces et contre-annonces, qu'il y a eu des tensions sur la nomination de Mojtaba, justement, puisque Ali Larijani, qui était jusqu'à hier soir un des hommes forts de la République islamique, poussait pour que ce soit plutôt son frère qui devienne guide suprême. Donc on a senti des tensions, on a senti une pression des gardiens de la Révolution. Mojtaba est très proche des gardiens de la Révolution et est très conservateur. Évidemment, il va continuer la ligne de son père, c'est-à-dire de laisser l'Iran en arrière et ne pas faire entrer ce pays dans la modernité. Un homme qui a déjà une cible dans le dos, Armin? Oui, effectivement, d'autant que visiblement, Israël, après même le bombardement de la résidence de son père, l'ayatollah Khamenei, a tenté de le tuer. Et par ailleurs, il ne fait pas l'unanimité, loin de là, aux États-Unis. Donald Trump a annoncé qu'il ne laisserait pas Mojtaba Khamenei être le prochain guide suprême. Ce qui est intéressant dans son parcours, c'est qu'en fait, il n'a pas les crédits, la légitimité religieuse nécessaire pour être guide suprême. Il n'est même pas ayatollah. C'est un Hojat al-Islam, un religieux de rang moyen dans l'islam chiite iranien. Et en fait, sa légitimité, il la doit à son nom, donc le nom de son père, mais aussi au fait qu'il a évolué
dans l'ombre de son père au sein de ce qu'on appelle Beit el-Ahbari, la maison du guide, une sorte d'organisme parallèle qui contrôle la République islamique, dans un grand bâtiment de Téhéran avec environ 4000 personnes et 12 000 forces de sécurité. Il a évolué au cours des 30 dernières années dans l'ombre de son père et il a évolué notamment avec une grande proximité vis-à-vis, comme l'a dit Mariam, des forces de sécurité. C'est lui-même, il a servi à la fin de la guerre Iran-Irak dans une unité gardien de la Révolution. Il était à la tête de la milice pro-régime de volontaires Basiji, notamment lors de la répression du mouvement vert de 2009. Et d'une certaine manière, par cette nomination, alors qu'il y avait d'autres personnalités qui étaient peut-être plus légitimes, comme le petit-fils de l'ayatollah Rouhollah Khomeini, Hassan Khomeini, ou alors un autre religieux qui s'appelait Ali Reza Arafi, membre de l'Assemblée des experts, on a une personnalité qui est extrêmement liée, qui est même on va dire la façade religieuse des gardiens de la Révolution, donc l'armée idéologique de la République islamique et véritable État dans l'État iranien. Donc ça vient d'une certaine manière confirmer leur prééminence à la tête de l'État, tout en sachant que pour des raisons politiques, mais également liées à la nature du système, un militaire ne peut pas être à la tête de l'État. Et donc ils avaient besoin de cette façade pour diriger l'État, même si, comme vous l'avez dit au début de votre question, on ne sait pas combien de temps il va rester en vie, étant donné que l'Iran, aujourd'hui, sans défense antiaérienne, le ciel iranien est aux mains d'Israël et qu'Israël pourrait tenter avec les États-Unis de le cibler très prochainement. Anthony Samrani, 10 jours après la mort du père, quel message envoie la République islamique en choisissant le fils pour ce poste de guide suprême ? Le régime n'est pas prêt ni à capituler, ni même à négocier. Je crois qu'on se dirigeait au moins dans la tête de l'administration Trump vers un scénario où le régime serait très affaibli et où il serait contraint de signer un accord quasiment aux conditions américaines. Très probablement, ça ne se fera pas avec Mojtaba. Ça me rappelle beaucoup ce qui s'est passé au Liban. Vous savez, le successeur de Hassan Nasrallah était un homme qui s'appelait Hachem Safieddine, qui était dans la lignée de Nasrallah et qui était tout aussi radical que lui, si ce n'est même plus radical, et qui a été assassiné finalement quelques jours après l'ancien secrétaire général de la milice chiite. Il est très probable qu'on assiste au même scénario en Iran. En tout cas, il y aura une volonté américaine et israélienne, à mon avis, d'éliminer tout dirigeant iranien qui ne serait pas susceptible à terme de se plier aux conditions des deux protagonistes. Voilà pour cette nomination. Plus largement, au 10e jour de guerre, si on devait préciser, définir la stratégie iranienne, Mariam, Armin rappelait à l'instant que le ciel iranien était en grande difficulté, quasiment aux mains de l'armée israélienne. Jusqu'ici, est-ce que la République islamique tient bon, si vous me passez l'expression ? Alors, elle tient bon, elle a tenu 12 jours au mois de juin, et c'est un peu la même stratégie que le mois de juin, c'est-à-dire de lancer au début massivement des missiles, des drones, et progressivement, comme les stocks s'amenuisent, de lancer moins, mais de lancer sur des cibles qui ne sont pas attendues. Et là, effectivement, en lançant encore sur le Bahreïn hier, avant-hier, sur Dubaï, l'aéroport de Dubaï, un drone est tombé à côté de l'aéroport de Dubaï, ce qui a stoppé momentanément quand même les vols du plus grand aéroport du monde, ça déstabilise les voisins. Pour le moment, il n'y a pas de réplique du côté des monarchies du Golfe. Les seules représailles qu'elles envisagent, ce seraient des représailles financières, puisque beaucoup de comptes de gardiens de la Révolution se trouvent notamment dans les Émirats. Mais effectivement, il y a eu de nouvelles salves qui sont parties. L'Iran, on le sait, est en infériorité par rapport à l'armée israélienne et encore plus à l'armée américaine, mais elle a une capacité de nuisance très importante. Elle a une capacité aussi de mener une guerre hybride, de mener une guerre sur les réseaux sociaux, sur Internet, et de déstabiliser un peu, de faire peur à tout le monde. Regardez là ce qui se passe au bout du 10e jour de guerre. L'essence monte à la pompe. Les Américains sont très sensibles. Ils sont sensibles sur deux choses, c'est le prix des œufs et le prix de l'essence à la pompe. Donc ça peut déstabiliser à l'intérieur des États-Unis. Il y a une peur également
N'oublions pas que les Iraniens ont mené des campagnes d'attentats dans les années 80, les années 85 et 86 à Paris. Donc voilà, de distiller la peur un peu partout, ça c'est une stratégie très iranienne. Maintenant, ce qu'on a vu, ce qui est intéressant aussi ce week-end, c'est les excuses de Massoud Pezeshkian, le président de la République islamique, qui avait ces derniers jours eu un rôle un peu plus important puisqu'il avait été désigné comme un des membres du triumvirat et qui désormais donc est mis sur la touche puisque Mojtaba Khamenei a été désigné. Il s'est excusé puis il s'est ravisé en disant que l'Iran n'allait pas baisser la garde face aux États-Unis et à Israël. Donc en fait, ce qui est intéressant de voir, et c'est toujours la même chose, c'est des paroles très bellicistes, très belliqueuses de la part du régime iranien, mais qui ne sont pas suivies des faits puisqu'ils n'ont pas la capacité de se défendre. On le voit, le ciel iranien est à la merci de l'armée israélienne, de l'armée américaine dès les premières heures de la guerre. La capacité de défense antiaérienne iranienne est quasi nulle, mais ils n'ont pas la capacité non plus de faire de gros coups. Après la mort de Ali Khamenei, moi je n'ai pas retenu quand même d'un coup de frappe iranienne qui ont marqué les esprits, alors qu'on s'attendait quand même à des représailles extrêmement importantes. Alors est-ce qu'elles vont arriver dans les prochains jours? Peut-être, mais là pour l'instant, depuis 10 jours et la mort de Ali Khamenei, qui était quand même la ligne rouge du régime, il n'y a pas eu non plus de frappe massive du côté iranien. Mais leur capacité de nuisance, notamment avec les drones Shahed, ces fameux drones qui sont utilisés par les Russes sur le territoire ukrainien, font beaucoup de dégâts et terrorisent. Et c'est vrai qu'en Israël aussi, la population israélienne est assez déstabilisée par cette capacité de nuisance, d'envoi de drones et de missiles sur des cibles résidentielles. On sait que ça coûte plus cher de détruire un drone Shahed que de le construire, parce que jusqu'ici, il faut plutôt des missiles pour détruire ces drones. On va s'arrêter un peu justement sur cette stratégie de la régionalisation de l'Iran. Effectivement, vous l'avez rappelé, le président Pezeshkian a été contraint de se dédire après avoir dit aux pays du Golfe on ne vous attaquera plus. Finalement, il y a eu ces attaques ces dernières heures. C'est une stratégie de la pression. C'est une stratégie pour faire pression sur Donald Trump. Est-ce que ça peut fonctionner? Comme l'a dit très bien Mariam, l'Iran n'a pas les mêmes moyens technologiques et militaires que les États-Unis et Israël. Donc ce qu'elle fait, et c'est le cas depuis maintenant 30 ans, la République islamique d'Iran, c'est un peu la stratégie du pauvre. Et la stratégie du pauvre, c'est quoi? C'est la guerre asymétrique. À savoir, on n'a pas de possibilité de répondre en frontal, avec quand même des tirs de missiles balistiques qui existent, mais qui sont limités, de moins en moins nombreux, notamment contre Israël, d'autant qu'ils sont en majorité interceptés par le dôme de fer israélien. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont jouer sur la durée. La durée, ça va être non pas un 100 mètres, mais un marathon, en essayant de faire pression sur les maillons faibles de la région. Et les maillons faibles de la région, ce sont qui? Ce sont les pays du Golfe, qui n'ont pas les moyens, la défense antiaérienne qu'a Israël, et qui sont extrêmement vulnérables aux frappes, on va dire, de drones iraniens, par exemple, contre des champs pétroliers, comme on l'a pu le voir à Bahreïn, contre des tours à Dubaï, alors sous prétexte qu'elles abriteraient des soldats américains ou des intérêts israéliens, mais clairement, on sent que du côté de la République islamique, il y a une volonté de mener une guerre psychologique contre les États-Unis, notamment les alliés des États-Unis. Donc c'est le cas justement dans les pays du Golfe. Et aujourd'hui, on voit bien les images qui tournent en boucle 24 heures sur 24 au niveau de toutes les personnalités occidentales, tous les influenceurs, tous les Français pris au piège. Ça correspond à une stratégie justement de guerre psychologique. Et de l'autre côté donc iranien, il y a bien sûr l'arme économique, avec malgré tout la fermeture de facto du détroit d'Ormuz, un axe stratégique pour l'économie et le commerce des énergies mondiales. Aujourd'hui, de fait, il est fermé, et donc c'est 20% on va dire des exportations mondiales de pétrole quotidiennes qui sont bloquées, avec en conséquence une hausse quand même considérable du prix du baril de pétrole qui dépasse aujourd'hui $100. Donc voici les armes iraniennes. Avec quel objectif? Il est encore une fois clair, c'est l'Iran considère, la République islamique, que cette guerre lui a été imposée, qu'elle ne la souhaitait pas. Et donc, c'est de faire pression sur les intérêts américains, sur les alliés des États-Unis, voire sur Israël, pour ensuite amener les États-Unis et Israël à un cessez-le-feu.
Le prix du baril qui est passé au-dessus de 100 dollars et qui a atteint un pic au plus haut depuis 4 ans. Alors précisément, l'Iran, Anthony Samrani, s'attaque au maillon faible, dit Armin Arefi. Les pays du Golfe qui, depuis 10 jours que dure cette guerre, ont une stratégie de l'interception quand ils le peuvent, mais on l'a dit, elle est faible, mais en tout cas ne réagissent pas directement. Est-ce qu'ils sont tous sur la même ligne, ces pays du Golfe, face à ces attaques iraniennes ? Juste avant de répondre à la question, j'aimerais bien rebondir sur ce qui a été dit. Je pense qu'on a tous globalement beaucoup fait l'erreur depuis le 7 octobre et même avant le 7 octobre de surestimer les capacités de l'axe iranien. Et je rappelle quand même que le régime promet d'embraser la région à feu et à sang depuis des décennies. Et on voit aujourd'hui, même si effectivement toute la région est concernée de près ou par ce conflit, elle n'est pas embrasée et ça ne serait pas vrai de dire qu'elle l'est. Donc il y a deux stratégies de la part du régime iranien. Il y a le fait d'étendre au maximum le conflit afin d'en maximiser le coût pour ses adversaires et de pousser Donald Trump à reculer. Pour l'instant, ça ne fonctionne pas et au contraire, c'est contre-productif. Peut-être que cela changera au cours des prochains jours, mais j'en suis très sceptique. Et il y a une deuxième stratégie qui consiste à absorber le conflit. Et là, effectivement, de ce point de vue-là, le régime iranien peut tenir très longtemps. Du côté des pays du Golfe, oui, il y a des dissensions. Il y a des pays qui sont plus engagés que d'autres, plus volontaristes. Et il y a aussi des pays qui sont plus fragiles que d'autres face à ce conflit. Les Émiratis sont probablement les plus va-t-en-guerre, ou en tout cas les plus disposés à soutenir cette intervention, même s'ils ne le font pas de façon officielle. D'autres pays comme le Qatar ou le Koweït, eux, craignent énormément les conséquences de cette guerre, craignent d'être touchés, vous savez, hier, l'Iran a commencé à cibler les usines de désalinisation, pardon. Donc ça, c'est une vraie crainte du côté des pays du Golfe. L'Arabie saoudite aussi, l'Arabie saoudite qui est dans une position un peu ambivalente puisque officiellement, elle continue de dire qu'elle est défavorable à cette guerre. Elle craint les répercussions, elle craint aussi, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans le Golfe, les conséquences d'une très probable hégémonie israélienne. Et dans le même temps, l'Arabie saoudite, avec un dirigeant comme Mohammed Ben Salman, qui est aujourd'hui un dirigeant qui veut montrer qu'il est fort, qu'il est nationaliste, peut-elle ne pas répondre aux attaques iraniennes sur son sol? Je ne serais pas étonné que certains pays du Golfe, à minima les Émirats et l'Arabie saoudite, rejoignent la coalition israélo-américaine à un moment donné du conflit, même si cela les mettra dans un embarras, au moins d'un point de vue politique. À suivre donc dans les jours à venir. Autre question importante en ce 10e jour d'opération américano-israélienne dans la région. Est-ce que les Israéliens et les Américains, et j'ai l'impression que ça fait 10 jours qu'on tourne autour un peu de la même question, sont alignés sur leurs objectifs de guerre, en tout cas concernant l'Iran, Mariam? Alors, c'est effectivement une très bonne question puisque ils ne peuvent pas assumer les choses de la même manière. Les Israéliens assument très clairement un régime change, un changement de régime. Ils ne veulent plus de république islamique à la tête de l'Iran. Donc la désignation du nouveau guide suprême, pour eux, n'est nulle et non avenue. Je pense qu'aujourd'hui, Mojtaba Khamenei est l'homme le plus wanted du régime. Il ne faut quand même pas oublier que son père, sa mère, sa femme, un de ses fils, sa sœur, son gendre, son beau-fils, enfin, une partie de sa famille a été décimée quand même pendant ces bombardements. Donc il est une cible, les Israéliens l'ont dit. Donc les Américains ne peuvent pas assumer vis-à-vis de l'électorat, on est quand même à quelques mois des élections de mi-mandat, un changement de régime, même si Donald Trump l'a théorisé avec le mouvement MIGA, Make Iran Great Again, et qu'il a dit à 3 reprises qu'il avait son mot à dire sur la désignation du prochain leader. D'ailleurs, voilà, leader, c'est aussi le nom, comme on qualifie le guide de l'Iran. Il a d'abord dit qu'il avait pensé à quelqu'un qui était mort, donc ça voulait dire que c'était quelqu'un du régime. Il a ensuite dit qu'un leader religieux ne lui poserait pas de problème. Et il y a cette photo quand même hallucinante à la Maison-Blanche où il y avait des gens qui priaient autour de lui. Ça, c'est pour l'anecdote. Mais donc lui,
il ne serait pas défavorable à ce que ce régime reste en place. Mais un régime avec lequel on pourrait composer d'une certaine façon. On pourrait négocier sur le nucléaire, on pourrait négocier sur le balistique, ce qui n'a pas été possible ces dernières semaines avec ces 3 cycles de négociations. Par contre, les Israéliens, eux, ne veulent absolument pas de quelqu'un du régime à la tête de l'Iran et ils veulent aller jusqu'au bout. Et la grande peur actuellement des Israéliens, c'est que Donald Trump se réveille un matin et dise, voilà, il y a déjà 7 morts du côté des militaires. On revoit on revoit ces cercueils qui arrivent sur le sol américain, drapés de la bannière étoilée, qui est un traumatisme aussi pour les Américains. S'il voit que ça va lui coûter quand même cher au moment des élections du mandat qui ont lieu en novembre, il peut se réveiller et dire voilà, la guerre s'arrête. Donc les Israéliens bombardent massivement. Pour le moment, officiellement, ils semblent alignés sur la même chose, mais on a l'impression qu'effectivement, Israël va aller beaucoup plus loin sur le changement de régime. Annulation du programme nucléaire, changement de régime, désarmement total de la République islamique, tout à la fois. Est-ce que les Américains sont sur la position maximaliste des Israéliens à l'heure où l'on se parle, Armin ? Le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est assez flou. Maintenant, on a quand même le sentiment, en tout cas jusqu'ici, qu'il y a une volonté de la part de Trump de reproduire en Iran ce qu'il a réalisé au Venezuela, avec d'ailleurs pertes et fracas. C'est-à-dire que même si les 2 pays sont totalement différents, jusqu'ici, on a un pays qui n'est pas un changement de régime. Comment ? Venezuela. Exactement. Pas un changement de régime. C'est-à-dire qu'on a un pays qui a perdu sa tête. Alors, elle n'a pas été capturée, mais éliminée, assassinée, donc en la personne de l'ayatollah Ali Khamenei. On a par ailleurs un pays qui a été, en tout cas un régime qui a été affaibli avec ses forces de sécurité qui ont été quand même amoindries. Mais pour l'instant, on ne voit pas, en tout cas à l'instant T, d'alternative à l'extérieur du régime. Et donc, on a quand même le sentiment, quand Donald Trump s'exprime, qu'il est pour trouver une solution, comme le disait tout à l'heure Anthony Samrani, à savoir de trouver des personnalités, des caciques du régime qui seraient d'accord pour un accord de capitulation de la République islamique sur les sujets d'intérêt des Américains, à savoir le nucléaire, le balistique, et c'est tout. Ce qui n'est pas le scénario des Israéliens. Ce qui n'est pas le scénario des Israéliens. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir les frappes notamment qui ont secoué Téhéran ce week-end, des frappes qui étaient israéliennes, qui ont visé donc pour la première fois des infrastructures énergétiques, à savoir les dépôts de pétrole qui ont provoqué d'ailleurs des incendies, une demi-douzaine de dépôts de pétrole qui ont provoqué des incendies monstres et qui ont signalé... Et une pollution très très forte. Une pollution extrêmement importante, qui ont signalé une volonté israélienne et d'aller plus loin. D'ailleurs, ce dont se sont défendus les Américains, mais aussi qui ont émis l'hypothèse d'une volonté israélienne, peut-être de regime change, mais d'une certaine déstabilisation, d'installation d'un certain chaos. Et d'ailleurs, là-dessus, on peut voir quand même un certain parallèle entre cette stratégie israélienne, bien que Benyamin Netanyahou s'en défende, et ce que réalise Israël au Liban et en Syrie, à savoir justement une volonté de pousser son avantage jusqu'au maximum, son hégémonie militaire, pour aller tenter de fragmenter encore davantage ces pays. Donc, je ne suis pas certain que Donald Trump soit pour une volonté, en tout cas immédiate, de renverser le régime, parce que la seule manière de le renverser, ce sont des troupes au sol. Et d'ailleurs, sur cette question-là, Donald Trump a pour l'instant, et c'est assez incroyable, parce que d'un côté, on a des indiscrétions de la presse qui nous disent que les Américains sont en train de travailler les mouvements kurdes armés iraniens basés en Irak pour le moment voulu lancer l'assaut, et de l'autre, Donald Trump qui dit que ce n'est pas du tout le scénario qu'il privilégie. Il a évoqué quand même un envoi possible de troupes au sol pour s'occuper des stocks d'uranium. Mariam, ça paraît assez peu réaliste. Alors oui, il y a eu une volte-face. Encore une fois, la ligne de Donald Trump est floue. Un mot sur la population iranienne. C'est juste un mot. Ils ont très très peur de ça, qu'ils endurent tous ces bombardements, ils endurent cette guerre, et que finalement, il n'est pas leur mot à dire sur le prochain, sur le changement de régime qu'ils veulent pour une grande majorité. Anthony Samrani, je voudrais vous entendre dans un instant sur le parallèle entre les stratégies américaines et israéliennes, mais justement parce qu'on n'oublie pas que dans cette guerre, les premières victimes sont, ou que la guerre ait lieu, les civils. On était tout à l'heure avec notre correspondant Siavosh Ghazi à Téhéran. Vous allez le découvrir avec un masque sur le visage, car les frappes israéliennes du week-end sur les dépôts de carburant à Téhéran ont des conséquences très concrètes pour la population. On l'écoute.
Le nuage qu'on a vu hier On peut avoir le son au il y a eu plateau, du s'il vous vent dans la plaît. nuit et donc le nuage a été poussé vers l'extérieur de la ville. Mais derrière moi, si vous pouvez voir là, l'incendie n'est toujours pas terminé. Donc ça, c'est le dépôt du nord-ouest de la capitale. Et donc il y a toujours donc de la pollution qui se dégage de cet endroit-là. Mais les autorités ont demandé à la population de rester à la maison au moins 72 heures parce que dans la nuit, il y a eu de la pluie et avec la pluie, ces particules très toxiques donc qui peuvent provoquer du cancer, des cancers, donc sont tombés sur le sol, sur les toits, sur les trottoirs, dans la rue. Et donc avec le soleil que vous voyez ici, il y a donc des vapeurs qui se dégagent du sol et donc font remonter ces particules. Et donc le pouvoir a demandé à la population de ne pas sortir ou sortir en mettant un masque, mais pas n'importe quel masque, un masque donc avec un filtre donc qui empêche ces particules d'être respirées. Alors ça coûte cher parce que tout le monde n'a pas les moyens d'en acheter, mais la vie des Téhéranais devient de plus en plus difficile parce que ces nuages toxiques tombent aussi sur les barrages, par exemple autour de Téhéran, qui alimentent la ville en eau potable. Et donc il y aura des conséquences très importantes dans les prochains mois ou les prochaines années. Cela peut provoquer beaucoup de cancers parmi la population de Téhéran. Voilà, Siavash Ghazi avec ce masque sur le visage en conséquence des frappes israéliennes sur les dépôts de carburant et cet appel fait aux habitants de Téhéran de rester chez eux à cause des risques de pollution. Anthony Samrani, on vous retrouve à nouveau sur ce qu'on évoquait à l'instant avant d'entendre Siavash Ghazi sur vous l'avez rappelé dans un de vos éditos récemment, sur le risque de décrochage entre les stratégies américaines et israéliennes pour l'Iran. Je crois qu'on a assisté à la première phase du conflit qui était la plus spectaculaire, la plus commentée, mais finalement la moins imprévisible, c'est-à-dire la supériorité militaire israélo-américaine qui se met en action et qui inflige des dégâts considérables au régime iranien et à ses alliés. On entre désormais dans la deuxième phase qui, elle, à mon avis, va être beaucoup plus complexe. Et effectivement, il y a un bras de fer stratégique qui va se jouer, qui n'est pas entre les États-Unis et l'Iran, mais bien entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump. Avec au cœur de ce bras de fer la question non seulement bien sûr du changement de régime, mais aussi du chaos. C'est-à-dire que le chaos peut tout à fait être une carte du point de vue israélien. Les Israéliens n'auraient aucun problème à voir un Iran chaotique pendant des années qui se situe à plusieurs milliers de kilomètres de leurs frontières. Ce serait toutefois très problématique pour Donald Trump et pour Benjamin Netanyahou. Et donc on arrive dans un moment qui va être très compliqué à analyser d'un point de vue politique, mais aussi d'un point de vue humain, parce que on peut considérer qu'il est plus raisonnable d'arrêter cette guerre en concluant un accord avec un régime iranien qui serait extrêmement affaibli. On peut considérer que la plupart des pays de la région, et en particulier les pétromonarchies du Golfe, seraient très favorables à cette issue au conflit. Mais comme ça a été très bien dit sur votre plateau, la population iranienne serait la grande perdante de l'affaire. Il y a toujours le risque, comme cela s'est passé en Irak à la suite de la guerre du Golfe, que le régime se durcisse et se venge contre sa population. Alors, on peut bien sûr espérer que le régime soit tellement affaibli que des dissensions se créent, qu'il lui soit beaucoup plus difficile de réprimer la population comme il l'a fait par le passé face aux nouvelles vagues de manifestations qui seront de toute façon inévitables. Mais tout ça paraît assez léger par rapport aux espoirs qu'a suscité cette guerre auprès de la population iranienne, auprès d'une partie de la population iranienne et d'une partie de la diaspora iranienne. Donc ça va être très difficile de savoir dans quel scénario à la fois les Iraniens, les principaux acteurs de la région, mais aussi ce que l'on appelle la communauté internationale, considérera in fine que cette guerre, avec toutes les conséquences qu'elle a engendrées, en valait finalement la peine. Armin, là-dessus ?
Oui, je pense que ce qu'a dit Anthony Sabrani est très important et qu'aujourd'hui, si on revient sur la population iranienne, alors c'est très très complexe. Aujourd'hui, bien sûr que les Iraniens souffrent majoritairement de la guerre. D'après les derniers chiffres des agences ONG, non gouvernement, ONG à base à l'étranger, notamment aux États-Unis et à Harana, c'est 1200 civils qui ont péri sous les bombes américano-iraniennes. Malgré tout, américano-israéliennes, excusez-moi, lapsus. Ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, il y a de la part des Iraniens une situation, ils sont vraiment entre le marteau des bombardements israéliens et l'enclume du régime. Beaucoup, en tout cas ceux qui sont encore en vie, qui essayent justement de fuir ces bombardements avant tout, qui sont inquiets pour leur vie, se satisfont malgré tout de l'élimination de haut gradé des gardes de la Révolution, bien sûr, du guide suprême, et attendent de voir, car ils ne savent pas ce qu'il va advenir. Et ils sont dans un tel état de désespoir par rapport aux 47 ans de répression énorme de la République islamique, justement, qui se disent que ça ne peut pas être pire qu'aujourd'hui. Et ils attendent justement avec beaucoup d'attention ce qui va arriver. Le problème, c'est que certains de ces Iraniens, en fait, ne comprennent pas ou ne s'attardent pas sur la stratégie israélienne post-7 octobre. Il faut quand même dire qu'au lendemain des massacres du Hamas en Israël, Israël est entré dans une nouvelle ère qui est justement de profiter de son hégémonie militaire pour, premièrement, amoindrir, détruire ses principaux ennemis, notamment les alliés de l'Iran, c'est-à-dire le Hamas, le Hezbollah, ce qui a d'ailleurs favorisé la chute de Bachar el-Assad, mais non pas pour mettre en place, en tout cas jusqu'à aujourd'hui, des régimes qui lui seraient favorables, mais plutôt favoriser juste une déstabilisation, voire un chaos de ces pays. On le voit à Gaza, on le voit au Liban, on le voit y compris en Syrie avec Israël qui aide les Druzes. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand on voit hier les frappes israéliennes qui s'abattent justement sur l'industrie pétrolifère iranienne, et que d'ailleurs ces frappes provoquent une grande angoisse, une grande pollution en Iran, mais surtout des réactions assez fortes, notamment du sénateur républicain Lindsey Graham, pourtant lui partisan des frappes, qui dit « Attendez, ne frappez pas ces installations pétrolières parce qu'elles compromettent l'avenir de l'Iran au-delà du régime, elles mettent en péril l'avenir et la progression du pays. » Et le problème, c'est que ça, c'est une illustration même de l'objectif aujourd'hui israélien qui, il ne faut pas se leurrer, est d'affaiblir le régime sur le plan de vue nucléaire. Il a réussi. Sur le point de vue du balistique, il est en train de le réussir. Au niveau de ses proxys, donc ses groupes paramilitaires non étatiques alliés dans la région, il a réussi, mais pas forcément de voir éclore un régime iranien nationaliste. Ça, c'est de la politique interne israélienne et c'est le vœu pieux de beaucoup de membres de la diaspora iranienne à l'étranger. On va revenir sur le Hezbollah bien sûr dans un instant, mais un mot encore à propos de la stratégie du chaos. Ces derniers jours, on entendait cette éventualité israélo-américaine, c'est un vieux rêve israélien, de s'appuyer sur des minorités pour tenter de renverser cette République islamique et notamment sur les Kurdes, opposant bien sûr à la République islamique. Quel degré de réalisme à ce scénario, Mariam ? En fait, il y a plusieurs réactions à ça. Il y a une peur chez certains Iraniens à l'intérieur de l'Iran qu'il y ait une guerre civile et que la situation devienne incontrôlable. Maintenant, on sait qu'il y a beaucoup de Kurdes iraniens qui s'entraînent de l'autre côté de la frontière, dans le Kurdistan irakien, pour ce jour, je cite, de libération de l'Iran. Écoutez, moi, les contacts que j'ai sur place me disent on attend l'ordre de sortie. On nous demande de sortir, de renverser le régime. Tant que les bombes tombent, tant qu'on n'a pas la certitude que le régime ne va pas nous tirer dessus, on ne sortira pas. Donc effectivement, c'est quand même un vœu qui est irréaliste de dire aux Iraniens, comme l'a dit Donald Trump à plusieurs reprises, ou Benjamin Netanyahou, sortez, reprenez vos institutions, allez-y, on est en train de sécuriser. C'est faux, parce que le régime iranien, au contraire, à ce moment-là, va renforcer la répression sur la population iranienne. Il ne faut pas oublier là, aujourd'hui, que Internet est coupé en Iran depuis les premières heures de la guerre. Quel régime au monde coupe Internet, coupe sa population d'Internet au moment où elle fait face à une guerre sans précédent? C'est la guerre quand on vit en Iran, qu'on craignait tous quand on habitait là-bas. Armin, je pense, moi, c'est vraiment un sentiment de peur très important. Donc, c'est-à-dire que les Iraniens, actuellement, ils ont les yeux rivés sur leurs fenêtres pour voir quelle cible
quelle frappe a été ciblée. Ils n'ont pas d'informations, ils ne savent pas où elle est, ils sortent très rapidement sans leur téléphone portable parce qu'on peut leur demander leur téléphone portable dans la rue pour voir leur contenu. Il y a des arrestations. Et là, il y a des contacts qui me disent « je ne peux plus te parler, c'est trop dangereux pour moi ». Ça n'était pas arrivé même au mois de janvier ou de février. Donc, effectivement, à cela s'ajoutent ces minorités. Je pense que si la seule minorité, ce serait la minorité kurde, qui représente 15% de la population iranienne et qui attend que ça. Mais il ne faut pas oublier non plus, avec des Iraniens qui craignent une guerre civile, c'est que lors des différentes contestations, la minorité kurde a toujours été vraiment avec un élan nationaliste à soutenir ces contestations contre le régime. Il y a un autre peuple, bien sûr, qui subit cette guerre depuis une semaine maintenant, ce sont les Libanais. Et je me tourne vers vous, Anthony Samrani. Front ouvert, donc, il y a une semaine au Liban par l'entrée en guerre du Hezbollah contre Israël. Le Hezbollah mène la dernière des batailles imposées par l'Iran. C'est une bataille existentielle pour lui. C'est à la vie, à la mort. C'est pour sauver, ce n'est même pas pour sauver parce qu'il sait très bien qu'il ne pourra pas le sauver, mais c'est pour donner l'illusion de participer au sauvetage du régime iranien. Le Hezbollah entraîne tout le pays, encore une fois, dans ce conflit et donne un prétexte à Israël. Il livre le Liban aux griffes israéliennes et Israël s'en donne un cœur joie. Israël va profiter de cette situation pour continuer de détruire les infrastructures du Hezbollah, très probablement pour créer une zone tampon dans le sud du pays qui pourrait être plus ou moins grande et qui pourrait aller jusqu'au Litanie. C'est un scénario que les Libanais connaissent. Pardon ? C'est un scénario que les Libanais connaissent. Pardon. Je suis désolé, peut-être que je cherche un peu mes mots ce matin. C'est la fatigue et c'est aussi le fait que on arrive à un moment où on ne sait plus quoi dire. Vous savez, vous avez l'impression de répéter cette même histoire et de répéter ce même scénario et d'essayer de prendre un peu de hauteur et de donner une dimension analytique à tout ça. Mais tout cela n'a aucun sens. Vous avez une milice chiite qui est organiquement liée à un pays étranger, qui a décidé de se suicider et de suicider le Liban avec elle. Et vous avez de l'autre côté un État qui aujourd'hui est sinon dominé, presque dominé par des suprémacistes juifs qui ont une vision que la force pourra permettre de tout régler non seulement au Liban et à l'échelle de la région et que rien ni personne n'arrêtera. Et nous sommes comme d'habitude coincés entre ces deux dynamiques et nous pouvons essayer d'y trouver un peu de sens, mais malheureusement, il apparaît de plus en plus lointain ou de plus en plus difficile de le faire. Et pour ajouter malheureusement à cette situation qui peine à nous emmener vers une forme d'optimisme, il y a ces rumeurs, enfin qui sont plus que des rumeurs, les risques d'une intervention syrienne, et c'est là que ça se complique encore un peu plus avec les nouveaux hommes forts de Damas qui pourraient rejoindre un front anti-Hezbollah, Armin ? Écoutez, je ne suis pas sûr qu'il soit pour l'instant dans l'intérêt du gouvernement syrien d'Ahmed al-Sharaa avec tous les défis auxquels il doit faire face. Il y a quand même des hommes, 15 000 hommes, dit-on, massés à la frontière. Effectivement, mais écoutez, quand on voit, moi je suis assez marqué par ce que vient de dire Anthony Samrani, et effectivement, je pense que ce qui arrive aujourd'hui au Liban est un peu l'illustration à l'extrême de ce qui arrive à la région. C'est-à-dire que ça fait encore plus. Enfin, aujourd'hui, on a deux ennemis que sont Israël et la République islamique qui se battent à couteau tiré dans la région, chacun avec une idéologie extrêmement forte, qui s'utilisent l'un l'autre. Il ne faut pas oublier justement que la République islamique a utilisé les occupations successives d'Israël dans la région, notamment au Liban, pour créer, ou en tout cas contribuer à la création du Hezbollah en 1982, pour pousser Israël à se retirer du sud Liban en 2000, mais conserver les armes, en étant le seul parti milicien au Liban à conserver les armes au nom de la lutte contre Israël. Et aujourd'hui, alors que la République islamique est à l'aube de son
de sa fin, contraindre le Hezbollah à prendre cette décision suicidaire qui est de sacrifier le Liban pour les beaux yeux de la République islamique en lui permettant d'internationaliser la crise et de créer un nouveau conflit au moins aussi violent que celui qui a lieu actuellement en Iran. Donc pour répondre en premier lieu à votre question... J'ai beaucoup parlé à l'instant, les images en direct, ce sont celles de la banlieue sud de Beyrouth avec une nouvelle frappe à l'instant sur ces quartiers pro-Hezbollah dans le sud de la capitale libanaise. Moi, il y a quelque chose quand même qui me frappe et qu'il faut rappeler, que ce soit d'ailleurs à Damas. C'est pour ça que je ne suis pas totalement... Alors, il y a des hommes massés à la frontière. Il faut aussi, encore une fois, la Syrie est dans un état d'extrême faiblesse depuis la chute de Bachar el-Assad, que ce soit au niveau des Kurdes, au niveau des Druzes, tous les massacres qui ont eu lieu, au niveau des Alaouites, par des hommes de cet actuel gouvernement. Maintenant, j'ai quand même le sentiment qu'on a, que ce soit à Damas ou à Beyrouth, aujourd'hui, des gouvernements qui n'ont jamais été aussi anti-iraniens, anti-république islamique qu'aujourd'hui, des gouvernements qui sont quand même très proches des États-Unis, très proches de la France et de facto, d'une certaine manière, qui sont enclins à une normalisation des relations avec Israël. Et on a, côté israélien, non pas une occasion, une volonté de saisir la balle au bond et de saisir cette occasion pour faire la paix avec ses voisins, mais non, au contraire, d'aller pousser encore plus loin les occupations terrestres, d'aller pousser encore plus loin les bombardements qui ne peuvent donner comme issue que le chaos et créer la frustration. Quand on voit justement aujourd'hui, alors effectivement, et il faut le dire, l'acte suicidaire du Hezbollah, c'est lui qui, une nouvelle fois, comme au lendemain du 7 octobre, a pris l'initiative de frapper Israël. À l'époque, c'était en solidarité, soi-disant solidarité avec la population de Gaza et avec le Hamas. Aujourd'hui, c'est en solidarité avec l'agression que subit la République islamique. Mais il faut quand même être clair sur le fait que ce ne sont pas les quelques tirs de missiles et les essaims de drones envoyés par le Hezbollah dans le nord d'Israël qui ont fait que des dégâts minimes qui menaçaient véritablement la sécurité israélienne. Et qu'au contraire, Israël ne demandait que ça, avait déjà des troupes de réservistes massées à la frontière pour aller vers son objectif qui est de gagner du territoire, de créer une zone tampon. Et ce n'est pas d'ailleurs un hasard, il faut aussi le rappeler. Il y a eu des déclarations de l'organisation non gouvernementale Human Rights Watch parlant justement des bombes au phosphore d'Israël qui, quand même, depuis ces derniers mois, après le cessez-le-feu conclu en novembre 2024, qui a quand même violé ce cessez-le-feu à plusieurs milliers de reprises et fait en sorte que les habitants du sud du Liban, au nom de la lutte du Hezbollah, ne puissent plus jamais revenir sur leur terre. Oui, le Hezbollah n'ayant pas non plus répondu à ses engagements, en tout cas au terme de l'accord de cessez-le-feu conclu il y a 1 an et demi. Alors effectivement, en termes de désarmement dans le sud Liban, il y avait encore des armes au niveau du Hezbollah. On le voit aujourd'hui quand on voit les soldats du Hezbollah qui accueillent avec des armes les soldats israéliens. Mais de l'autre, quand même, la plupart des acteurs, en tout cas raisonnables de la région, notamment les diplomates occidentaux, s'accordent à dire qu'il y a effectivement pas de volonté de la part du Hezbollah, et organiquement et idéologiquement c'est normal de faire la paix avec Israël et de l'abandonner ses armes, mais il n'y en a pas non plus côté israélien, avec une volonté de pousser toujours plus loin son avantage, avec des gains tactiques, des bombardements, mais aucune vision stratégique pour la région, si ce n'est, comme l'a dit Anthony Samrani, une hégémonie militaire qui fait peur à l'ensemble des acteurs, y compris les pays du Golfe. Anthony Samrani, faut-il le rappeler, c'est vrai et c'est une tendance qu'on peut avoir sur ces plateaux, comme vous l'avez dit, d'essayer de prendre de la hauteur, car c'est notre métier d'analyser les choses et oublier parfois aussi les civils. Cette semaine de guerre entre le Hezbollah et Israël, c'est 1 demi-million de Libanais qui ont dû quitter à nouveau leurs habitations et qui, pour beaucoup, se retrouvent à Beyrouth. On voyait ce reportage sur notre antenne de tous ces gens qui vivent dehors. Il y a eu cette opération aussi très meurtrière, opération israélienne pour tenter de retrouver les restes d'un soldat israélien mort en 1986 à Nabichit, c'est dans l'est du Liban, et on entend ce matin effectivement d'une certaine façon votre désarroi face à des choses qui se répètent. Vous savez, c'est le plus terrible parce que finalement, le Hezbollah s'est lancé dans une guerre et la principale victime de cette guerre, ça va être, et c'est déjà sa base populaire. C'est essentiellement des personnes issues de la communauté chiite aujourd'hui qui payent le prix de cette guerre, qui sont déplacées, dont les habitations vont être détruites, qui vont perdre des membres de leur famille, etc., etc., etc.
Et encore une fois, on se pose la question jusqu'à quand? Jusqu'à quand on se laissera entraîner dans un conflit dans lequel nous n'avons absolument rien à gagner et tout à perdre. Il y a une bombe humanitaire aujourd'hui au Liban, il y a une catastrophe et qui va, dans un pays qui était déjà un pays en morceaux et qui va avoir des conséquences à très long terme, qui va provoquer encore des tensions internes, qui va peut-être affaiblir un peu plus la position de l'État. Et moi, l'une des questions, à mon avis, les plus essentielles à l'issue de cette guerre, c'est est-ce qu'enfin la communauté chiite, ou en tout cas la majorité de la communauté chiite, va prendre ses distances avec un parti qui lui a causé avant tout tellement de mal depuis maintenant plus de 40 ans. Voilà pour cette question posée. Mariam Pirzadeh, un mot pour conclure? Non, mais le discours d'Anthony à Beyrouth résonne aussi en nos cœurs d'Iraniens avec Armin. Je pense que les populations sont les premières victimes à différents niveaux. Moi, j'ai très peur que les souhaits de démocratie de la population iranienne soient réduits à néant. Et c'est une peur d'ailleurs que l'avenir se fasse sans eux. C'est vraiment quelque chose qui revient dans les récits ces derniers jours. Et la population iranienne est toujours la grande oubliée. N'oublions pas qu'elle sort quand même d'un des épisodes les plus traumatisants de son histoire avec les massacres du mois de janvier. Et là, une guerre en plus. C'est compliqué d'être iranien en ce moment. Et c'est compliqué d'être libanais aussi. Exactement. Merci infiniment à tous les trois. Merci beaucoup Anthony Samrani. Toutes nos pensées jusqu'à Beyrouth ce matin. On vous lit bien sûr dans L'Orient le jour. Armin Arefi, on vous lit dans Le Point. Mariam Pirzadeh, on vous entend, on vous écoute, on vous lit à la rédaction de France 24. Une émission à revoir en replay, réécouter en podcast. On se retrouve dans un quart d'heure.